J'ai une formation d'ethnologue et je suis très intéressé par le fonctionnement des groupes. Il y a des milliers de groupes, de sous-groupes. Et chacun de ces groupes et sous-groupes a son propre mode de fonctionnement, ses propres valeurs, ses propres enjeux, ses propres insuffisances, ses propres limites. Et c'est très bien comme cela. Ce qui est dommage, c'est quand un groupe adopte les valeurs d'un autre groupe ou se laisse marquer par un autre groupe. À ce moment-là, il y a un problème. J'étais ce soir à un concert, à Limato, à la salle Cortot, comme je le fais souvent, et je regardais ce pianiste, et je disais, bon, finalement, oui, il est très bien, ce pianiste. Il appartient à la corporation des pianistes. Et il a les enjeux de cette corporation. C'est-à-dire qu'il ne compose pas, qu'il n'a pas de capacité, de talent pour composer. Et donc, pour vivre la musique, il la vit par procuration. Il ne faut pas oublier que si le public vit par procuration en allant au concert, le pianiste aussi, il vit par procuration. Et encore pire, puisqu'il se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Enfin, ce n'est pas tout à fait le cas. Personne n'est vraiment dupe. Mais on fait semblant de le croire. Donc, il y a là une complicité au sein d'un groupe quelconque. Par exemple, si les gens savent très bien qu'ils se nourrissent d'un sous-produit, ils savent très bien, quelque part, dans leur conscience, que ce produit qu'on leur propose, c'est un produit réchauffé, et ô combien réchauffé, depuis 200 ans, souvent. Et ils veulent s'imaginer, parce qu'effectivement le pianiste donne une sorte de vitalité à ce produit réchauffé, il y met un petit peu de sa sauce, si on peut dire. Ils veulent croire, finalement, le public veut croire que le produit qu'on lui donne, il est d'une très haute qualité. Il n'est pas d'une très haute qualité. Il est d'une très haute qualité par rapport aux critères du groupe en question. Mais ça n'a aucune valeur en dehors du groupe en question. Si l'on se situe dans un autre milieu, dans un autre groupe, qui a d'autres repères, d'autres références, et notamment qui valorise la composition, l'improvisation, tout ce travail pour jouer du Schumann, du Beethoven, semble tout à fait vain, tout à fait ringard en quelque sorte. Et il en est de même pour beaucoup de choses, beaucoup de groupes. Je dirais même que tous les groupes ont ce même problème. C'est-à-dire qu'ils s'illusionnent, avec plus ou moins de lucidité, sur ce qu'ils font, ce qui leur évite d'ailleurs d'aller voir ailleurs. Et ça, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Que des personnes consomment des produits de médiocre qualité, cela, c'est préférable parce que, d'une certaine manière, on ne pourrait pas donner à tout le monde la meilleure qualité. Donc finalement, d'un point de vue cynique, je dirais, il est aussi bien que les gens se contentent de peu, tout en s'imaginant que c'est beaucoup. Les enfants aussi constituent des groupes de toutes sortes. Les personnes âgées aussi. Et tous ces groupes ont des failles. C'est-à-dire que tous ces groupes vivent une certaine forme d'imposture. Les astrologues, par exemple, sont dans l'imposture comme tout autre groupe. Parce que finalement, ce sont des voyants ratés, dans beaucoup de cas. On va les voir souvent pour connaître l'avenir, alors qu'ils n'ont aucune capacité à parler de l'avenir. Et ce n'est pas... alors si le pianiste peut provoquer de l'émotion en jouant des partitions qui ont été écrites il y a 200 ans plus tôt,
l'astrologue peut-il, en jouant la partition du thème astral, arriver à dire des choses intéressantes à son client? Alors que cette partition, la différence, c'est que la musique, c'est la musique, et l'astrologie, c'est l'astrologie. Et que la musique ne prétend pas au-delà de ce qu'elle peut apporter, alors que l'astrologie, souvent, a des prétentions absolument exorbitantes dans ce qu'elle est susceptible de proposer. Donc là, il y a aussi tout un... Donc il y a des degrés de ce genre. Et, comme on dit souvent, il faut apprendre à sortir des groupes auxquels on appartient. On pourrait par exemple parler des milieux synagogaux, où les gens annonnent de l'hébreu sans comprendre un mot de ce qu'ils disent, et ils disent après qu'ils parlent hébreu. Bon. Et tout le monde en écoute, tout le monde, personne n'est dupe, là encore. C'est une plaisanterie. On fait semblant, on fait semblant de parler l'hébreu, on fait semblant de comprendre l'hébreu. On s'adresse à Dieu sans savoir même ce qu'on lui dit exactement. Ou en tout cas, les mots qu'on emploie, on ne les comprend pas vraiment, on ne les sent pas vraiment, parce qu'on ne veut pas le faire en français. Alors ça aussi, c'est intéressant. Au lieu de faire des prières en français que tout le monde comprendrait, on fait des prières en hébreu dont on ne comprend pas exactement le sens, même si on a une vague idée de la traduction, bien entendu. Mais imaginez quelqu'un qui vous parle, qui vous fasse une déclaration d'amour dans une langue qu'il ne connaît pas lui-même, en employant des mots qu'il ne comprend pas lui-même. Mais c'est un scandale. Or, tout le rapport du judaïsme à Dieu, c'est un rapport amoureux. C'est un peu embêtant quand même. Alors, comment peut-on sortir de ce cercle vicieux? Et faut-il en sortir? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la mauvaise qualité permet de gérer la rareté. Si tout le monde voulait des superbes entrecôtes, on ne s'y retrouverait pas. C'est bon qu'il y ait des gens qui préfèrent manger des pommes de terre et se convaincre que la viande, c'est pas bon pour eux, ou qui préfèrent manger du riz, etc. Il faut que les gens vivent avec les moyens qu'ils ont et les besoins qu'ils ont, et qu'ils ne se créent ni des moyens, qu'ils ne se créent pas des besoins qui ne sont pas les leurs et qui ne correspondent pas à leurs moyens. Donc il ne faut pas avoir une vision complètement unidimensionnelle de la société. Chaque groupe doit être respecté et apprécié pour ce qu'il vaut, en sachant très bien ce qu'il en est, en fait. Bon, maintenant, il est certain que, malgré tout, il faut faire apparaître toujours une élite, c'est évident. Donc dans chaque groupe, il y a des élites qui doivent se former. Donc il faut respecter le groupe, mais l'élite doit émerger du groupe. Et elle doit sortir du groupe en question. Elle doit dépasser les limites du groupe en question. Et ça, c'est très important. Donc voilà ma conception des choses. Laisser chaque groupe fonctionner avec les moyens qui sont les siens, avec des besoins qui sont liés quand même quelque part, comme on dit, on fait des nécessités vertus à ce dont il dispose, mais pour que la société dans son ensemble puisse avancer, il faut une élite qui ne soit pas prisonnière des automatismes et des pratiques du groupe dont elle est issue, et une élite qui soit capable également de réformer le système du groupe. C'est-à-dire qu'effectivement, dans bien des cas, il y a une mauvaise qualité de la pratique elle-même. Et à mon avis, il faut quand même améliorer cette pratique. Il faut réformer cette pratique tout en la respectant. Ça vaut par exemple pour la langue. Je respecte tout à fait la diversité des langues, mais en même temps, je pense que les langues doivent être considérées comme des outils, comme des techniques, et qu'on peut les améliorer. Et il est souhaitable que les gens utilisent une langue qui soit cohérente, qui soit bien construite, qui soit bien réformée éventuellement. Donc il faut réformer aussi les pratiques du groupe, jusqu'à un certain point, améliorer, optimaliser les pratiques du groupe, sans les dénaturer pour autant, sans
les confondre avec les pratiques d'un autre groupe. Voilà ma conception de l'économie. Et surtout, je viens d'écouter un discours de M. Macron à Nevers, il y a quelques jours, qui a été en replay sur Internet. Il ne faut pas avoir la religion du travail. Hein, le travail, enfin, on pourrait discuter là-dessus, mais qu'est-ce qu'il faut penser de cette religion du travail qui fait que la seule chose qui compte, c'est le pouvoir d'achat? Parce que le pouvoir d'achat, ça engage finalement à vouloir acquérir des choses dont le groupe n'a pas besoin et qui sont au-dessus de ses moyens. Alors, dire aux gens travailler, travailler, pourquoi faire? Pourquoi travailler? Si l'on peut vivre modestement, chichement, pourquoi pas? Il n'y a pas de raison que le groupe s'endette pour avoir les choses du groupe d'à côté. Il faut qu'il sache utiliser ses moyens qui lui sont propres, exploiter les ressources humaines qui sont celles de son voisinage, celles de son ensemble, l'ensemble auquel il appartient, qui le constitue, mais il ne faut pas tomber dans l'envie, dans la convoitise, dans le fait d'être capable de faire n'importe quoi pourvu qu'on soit payé, n'est-ce pas? L'argent n'a pas d'odeur. Non, l'argent est un problème. Quand il récompense des choses de valeur, peut-être, mais dans bien des cas, il vaut mieux laisser les machines fonctionner et que les gens vivent dans une situation des loisirs, parce qu'une société qui est bien dirigée, qui a des élites percutantes et puissantes, peut nourrir le peuple.